vrai que si on remet dans le contexte, ce matin en plénière, on parle de harcèlement au travail, ce qui emmène un peu l'échange sur le job alimentaire et justement ces choix qu'on fait peut-être contre nature. Et dans la discussion qu'on avait avant, ça nous emmenait petit à petit vers cette foi finalement l'abondance, que quand j'exprime pleinement mon unicité et qui je suis réellement, il ne peut pas y avoir d'autre choix que de recevoir justement cette abondance en retour, mais c'est souvent une croyance qui est il y a beaucoup de doutes. Eh bien, c'est même plus une choix de recevoir l'abondance en retour, c'est une conséquence. En fait, c'est quoi cette unicité, cet alignement? On s'aligne sur les lois universelles. On arrête d'être à contre-courant. Donc en définitive, lorsqu'on suit la course des planètes, qu'on arrête de croire que cet univers, si on s'abandonne à cet élan intérieur, eh bien lui aussi va nous abandonner. C'est tout l'inverse. C'est vraiment quel signal je veux envoyer dans la trame universelle. Est-ce que c'est celui de je m'écoute, auquel cas l'univers, quelle que soit la forme que ça prenne, eh bien, va me tendre l'oreille, littéralement. Mais si je n'écoute pas en moi le plus haut potentiel qui vit à l'intérieur, eh bien, j'envoie finalement cette césure, cette séparation intérieure, et je demande à la constater au dehors. Mais ça demande une mise en pratique. Tant que j'attends que l'univers me fasse le signe que je peux lui faire confiance, eh bien, alors que je viens en faire l'expérience par un alignement intérieur, eh bien, ça peut durer des vies et des vies. C'est vraiment lorsque je m'autorise cet alignement que je constate dans la pratique, dans le quotidien, dans le concret de ma vie, à quel point l'univers n'a jamais cessé de répondre à ma demande véritable, c'est-à-dire je ne veux pas me cacher, je ne veux pas me mentir, je ne veux pas me raconter une histoire qui me prive de l'expérience pleine et entière de ce que je veux vraiment. Et je trouve ça passionnant de voir, il y a beaucoup de personnes qui, dans une situation de job alimentaire, se disent « je sais que je ne suis pas à ma place, je sais que ce n'est pas là où je devrais être, ça va changer, mais j'attends que ». Comme si j'attends que l'univers me fasse signe ou j'attends qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour que j'y aille. Alors que finalement, ce que tu partages là, c'est que c'est l'inverse. C'est un peu comme si l'univers attendait que nous, on fasse ce pas-là pour que toutes les ressources c'est tout à fait arrivent. Ça. Mais donc, c'est ce petit pas intérieur, simplement le fait de lever la jambe en direction de là où je me rends, c'est-à-dire là où je sais que je vais être dans l'expression de qui je suis, que les portes s'ouvrent. Et bien souvent, l'humain va attendre que la porte hypothétique s'ouvre et dit quand la porte s'ouvrira, là je partirai ou là je m'écouterai. Sauf que ça n'arrive jamais. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il joue la montre, il joue la résistance. Il sait, comme tu l'as dit, parfaitement qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment. Et il repousse au lendemain. Sauf que ce qu'il repousse, ce n'est pas le temps, c'est l'expérience cellulaire, corporelle de sa vibration, sa fréquence. C'est comme s'il demandait à son corps de vivre sur ses réserves, sans recevoir le carburant. Donc il est toujours dans le rouge, et il dit quand la voiture s'arrêtera, je prendrai l'essence, je reprendrai ce carburant intérieur. Et on sait où ça mène, avec toutes les conséquences physiologiques, émotionnelles, psychiques, liées effectivement à cette usure prématurée du carburant énergétique qui amène toutes ces voies dépressionnaires. Ouais. Mais du coup, une question qui pourrait se poser, quelqu'un qui est dans un job alimentaire pourrait dire, mais du coup, si je comprends bien ce que vous dites, je fais quoi? Je démissionne, je pars et j'ai confiance que la vie va m'apporter ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite. C'est pas de ça dont on parle. Non, et c'est une bonne question, parce que c'est pas l'idée de dire j'aime pas mon job, je le quitte. C'est pas ça. Je prends conscience que tout ce que je vis aujourd'hui dans mon travail a un seul but, c'est de me faire répondre véritablement à la question, est-ce que là, aujourd'hui, je vis parfaitement l'expérience que je sais être la plus élevée pour moi, ici et maintenant. Tant que je demeure dans la croyance que c'est à cause de la manière dont ça se passe autour de moi, dont je suis appréhendé par mon travail, parce que mes collègues ne me reconnaissent pas, etc., je ne suis pas vu à ma véritable valeur, ainsi de suite, que j'attends que le décor s'adapte à ce que je suis, eh bien ça demeure. Alors, ce n'est pas une idée effectivement de dire il faut démissionner. Je ne peux changer physiquement d'endroit que si je suis dans une totale gratitude avec l'existant. Ça veut dire que si je reconnais à l'existant, eh bien, son partenariat, c'est-à-dire oui, merci de ce décor-là, cet environnement-là, vous m'avez permis de sentir ce que je voulais vraiment. Mais tant que je juge l'existant, à cause de ça je ne suis pas heureux, à cause de ceci, il me manque ça, eh bien je vais partir ailleurs, mais avec
ce jugement arrimé au corps et je vais le redéployer, le revivre dans une autre expérience. Donc c'est là où ça demande de la vigilance. Parce que beaucoup me demandent, oui, mais alors comment on sait quel est le bon moment pour partir? Et bien, le bon moment, c'est quand on arrête de juger et qu'à la place du jugement ne demeure que de la gratitude. Ouais, ouais. Et ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'il y a un piège parfois à ça. Les gens peuvent comprendre ça et se disent bah, ok, je mets de la gratitude et au final, c'est comme si ça venait diminuer l'inconfort ou diminuer la souffrance. Ouais. Et du coup, une fois que ça va mieux, c'est bon, au final, ça va. C'est comme si du coup, c'était venu apaiser un espace qu'on sait être contre nature, mais que ce cheminement-là, il nous amène à un espace où tout s'apaise. Mais du coup, parfois les gens restent en se disant non, je ne fais pas ce pas courageux dont tu parles souvent. Tout à fait. Et ça, on voit bien qu'il y a une tentation de récupération de l'ego qui va récupérer une situation confrontante eh bien, à son avantage. Vous voyez à quel point je suis dans la gratitude finalement. Vous voyez ma grandeur d'âme. Malgré tout ce que je subis aujourd'hui, ben, je suis là quand même. Alors que là, on est complètement à côté de la plaque, parce que lorsque cette gratitude se déploie, elle se déploie pour la circonstance qui est une conséquence qu'on voit, et donc qui est déjà dans le passé. Et derrière, il y a toujours une invitation au mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas à bouger, mais à entendre en soi le mouvement de la vie, qui nous pousse toujours à rejoindre notre plus haut potentiel. Quel est-il? Eh bien, on le sait qu'en y allant. Si on attend de savoir dans quelle direction on doit aller, vers quel point, qu'est-ce que je vais faire, c'est une découverte permanente. Donc c'est un mouvement. Alors effectivement, ça demande du discernement parce que la tentation ou la possibilité pour l'ego de récupérer la situation et de faire de la gratitude, eh bien une sorte d'anesthésiant de la partie disons, occultée en souffrance, elle est là. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre piège à l'inverse qui est certaines personnes peuvent entendre ces vérités-là et se dire ok, eh ben moi je vais poser un acte courageux, je démissionne, à l'intérieur il y a encore vraiment cette appréhension et c'est comme si j'attends que la vie vienne combler ce truc-là et du coup avec des personnes qui démissionnent, qui veulent changer de vie et à un moment donné qui se retrouvent mais en fait on m'avait dit que si je faisais ça j'aurais des ressources. Tout à fait, c'est aussi l'autre facette de la médaille, c'est-à-dire que on pense que l'action va générer quelque chose. C'est toujours un état intérieur. On ne peut pas mentir à l'univers. C'est une information vibratoire. Donc si on fait des choses dans le but d'obtenir un résultat, il n'y a rien derrière, ça fait pchit. Parce que c'est un état qui peut se décliner dans mille et une formes. Donc c'est jamais l'action, ce n'est pas le fait de démissionner qui engendre quelque chose. C'est qu'est-ce qui sous-tend ça? Est-ce que c'est l'obéissance intrinsèque, eh bien, un élan de vie, on peut appeler une inspiration, une intuition qui est au centre, qui est verticale, ou c'est une partie de moi qui attend, bon, je vais voir si ça marche leur affaire là. Je vais faire comme ils ont dit, je vais démissionner, je vais poser un acte là, un acte fort, j'en parle autour de moi, et ben, j'attends retour quoi. Et là, en fait, comme si on sait que c'est du bruit, c'est de l'esbrouf, il n'y a rien derrière. Donc ça ne peut pas être une posture. S'il y a action, l'action est forcément une conséquence, une suite d'un état qui est installé en soi. Ok. Donc là, on parle vraiment d'aller installer un espace qui est celui de la vérité, de l'honnêteté, de la gratitude, de porter un regard qui embrasse cette situation, mais qui ne s'attache pas à un certain confort ou à un certain, à certaines situations, à un certain cadre. C'est vraiment un état qui va être en mouvement. C'est de ça dont on parle. Et puis, il faut accepter de ne pas savoir de quoi ça constituait la suite. Lorsque on est dans cette acceptation qu'effectivement, pendant des années, on s'est oublié, on s'est nié, on s'est là confiné dans un espace rétréci, peut-être que l'univers a un plan pour nous qui va nous faire passer par certaines étapes que la tête a du mal à imaginer, mais qui sont des étapes indispensables pour aller faire tomber les pelures, les armures, les murailles qu'on a constituées, érigées pendant des années, pour pouvoir tenir dans la situation ancienne. Alors, si on veut tout de suite savoir ce qui se passe après-demain ou demain, lorsque effectivement, je sais pas quoi, la gratitude s'installe ou qu'il y a un acte qui est posé, non, ça c'est encore la tête qui veut récupérer. Il faut accepter de ne pas savoir, c'est-à-dire de s'offrir eh bien, un mouvement, un élan. Et c'est ça un peu la foi. La foi, c'est avancer jusqu'à l'audace. Et on découvre un potentiel obstacle au dernier moment, mais on y va quand même. On ne sait pas pourquoi on y va, mais on y va quand même.
Est-ce que cette audace et ce courage, ça peut se vivre aussi avec une famille? Parce que par exemple, là, on pourrait prendre un jeune homme, une jeune femme célibataire et dire « Ok, j'entends, j'écarte ses couches, etc. J'y vais. » Mais parfois, on entend des gens qui disent « Mais moi, je veux bien, mais j'ai des enfants, j'ai une famille. Est-ce que c'est pas un acte égoïste que de faire ça ?» Alors, il y a des responsabilités, on va dire, formelles sur un plan horizontal. Après, on a des responsabilités qui sont verticales. C'est-à-dire que bien souvent, on fait peser sur l'entourage la responsabilité de la zone dans laquelle on se maintient. Si je n'avais pas mes enfants, et puis si ma femme avait un job, moi aussi je m'écouterais, je ferais autre chose. Mais là, elle ne travaille pas, mes enfants sont en âge d'aller à l'école, et donc, à cause d'eux finalement, à cause d'eux, je ne m'écoute pas, quoi. Donc ça, ce sont des excuses. Parce que pourquoi on se choisit les uns les autres mutuellement pour vivre ensemble? Ce n'est pas pour survivre ensemble, c'est pour vivre ensemble. C'est-à-dire être tous, collectivement, les reflets les uns pour les autres de la plus haute incarnation de ce que nous sommes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils attendent de nous, ces enfants-là, qui nous regardent là, symboliquement vers le haut, comme les grands, mais qui nous montrent l'exemple. Donc c'est-à-dire qu'ils sont l'incarnation de cette offrande au plus haut potentiel que nous sommes. Mais si je dis à mon enfant que je suis censé élever vers sa dimension la plus vaste, tu vois mon enfant, à cause de toi, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je lui enseigne là? Qu'est-ce que je lui apprends? Et dans cette voie du présumé sacrifice, il y a tout de suite derrière une espèce de rébellion de l'enfant qui dit non, c'est pas ça que je veux de toi. Je veux pas que tu me racontes toute ta vie que tu t'es sacrifié pour moi. D'abord c'est faux et ça n'a pas de sens. Le seul besoin de l'enfant, c'est de voir ses parents heureux, au sens ils accomplissent pleinement ce pourquoi ils ont pris forme humaine. Et on se reconnaît mutuellement. Parce qu'il a besoin de ça, l'enfant, cette bouffée d'oxygène, cet appel intérieur qui est honoré. Donc finalement, c'est un acte altruiste. J'allais dire, c'est un acte au départ qui cherche à vraiment exprimer sa vérité individuelle, mais qui va bénéficier à tout le monde, aussi dans un sens d'inspiration. Bien sûr, et on mésestime très souvent le pouvoir infini de l'univers de connaître nos besoins. Lorsque j'écoute mon cœur, j'écoute en fait l'univers. L'univers sait parfaitement que j'ai 2 enfants et une femme ou un crédit immobilier à payer. Moi, je suis en train de croire que l'univers m'envoie un message, mais il ne sait pas que j'ai des charges. Il ne sait pas que j'ai des besoins. Alors, tu es bien gentil, l'univers, mais d'abord, moi, il faut que je m'occupe de mon quotidien, et puis quand j'aurai un peu de temps, j'écouterai ce que tu me dis. C'est là où, effectivement, on joue la carte de la séparation. Donc, ça nous demande, effectivement, de voir beaucoup plus large et de dire, attends, si cet univers me parle en mon âme et conscience, si je sais qu'au fond de moi, c'est la voie que je veux emprunter, suivre et honorer, c'est que, bien évidemment, il y a une sorte d'accompagnement collectif. Rien ne se fait seul. Et quand bien même il y a un temps de transition, que ça peut engendrer, je ne sais pas quoi, un déménagement, une sorte de tension, parce que ça fait bouger les uns et les autres, on sait qu'au final, c'est ce que tout le monde veut. Mais si on a peur du changement et en même temps on le veut, et à un moment il faut faire un choix. Et j'ai l'impression en t'écoutant de revenir à des discussions qu'on a déjà eues un peu plus sur ton parcours à toi. Par exemple, ton départ de l'armée. J'ai l'impression que tu as traversé ces voiles-là. Je ne sais pas si tu es OK pour en parler. Bien sûr. Alors, beaucoup pensent que je suis parti de l'armée, donc j'avais une retraite, un parachute doré, etc. Mais je suis parti, je n'avais pas de retraite parce que je suis parti avant l'âge de la retraite. J'avais un crédit immobilier, j'étais en plein divorce, j'avais un enfant de 3 ans à charge et je n'avais pas d'endroit où aller. Alors, quand on me dit que pour moi c'était facile de partir, pour autant, lorsque j'ai accepté de faire ce pas, en dépit de l'ensemble de ces conditions apparemment contraires à la pleine liberté, il y a eu une sorte d'alignement cosmique, planétaire, et tout ce qui pouvait sembler être une condition opposée à cette liberté s'est aligné sur ce plus haut potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que notre corps fasse l'expérience, cette confiance, cette foi. Ce n'est pas l'univers de nous prouver qu'il nous aime ou qu'il nous accompagne. C'est à nous d'arrêter de nous convaincre qu'il ne nous aime pas, qu'il va nous abandonner. Ce n'est pas la même chose. Il nous prouve tout le temps à quel point il est là en permanence répondant à nos besoins.
Mais nous, on arrive en permanence à se convaincre de l'inverse. Mais ça demande une mise en pratique, effectivement. Alors pourquoi effectivement je m'autorise le fait d'être un peu dynamique dans cette voie-là? Parce que je sais que la tentation est forte d'aller récupérer à gauche, à droite, des motifs apparemment tout à fait valables et honorables en apparence, qui justifient le fait que pour moi c'est pas possible, ou pour moi c'est moins possible. Et extérieurement, tu m'as déjà partagé un peu ce décor-là que tu as traversé il y a quelques années, avec plein de synchronicités, plein de choses qui démontrent cette abondance de l'univers. Mais tout ça, finalement, c'est du décor. Toi, intérieurement, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu es allé éclairer? Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été aidantes? C'est-à-dire que à un moment donné, comme très souvent, j'ai arrêté de croire que j'avais le choix. Tant qu'on croit qu'on a le choix entre s'écouter, s'entendre, honorer cette voix intérieure et puis la nier, eh bien on va osciller entre les deux. Lorsqu'on lui dit en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est que j'ai pas le choix, c'est juste une évidence pleine et entière. Ça ne dit pas qu'autour, il y a des espèces de voix parasites en soi qui tournoient et qui veulent nous faire dire, mais attends, est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre? Donc, est-ce que tu as bien choisi? Lorsque on arrête de vouloir choisir, eh bien, il y a une seule évidence qui demeure et on la suit. On peut parler du libre arbitre. C'est pas est-ce que je prends la voie de gauche ou celle de droite, c'est est-ce que j'opte pour la peur ou la confiance. Moi, j'utilise mon libre arbitre pour cesser d'arbitrer. Donc, je décide de renoncer à ce qui, en moi, pourrait me faire tergiverser dans une voie qui serait contraire, opposée, autre que celle de l'évidence. Alors, encore une fois, ça se décide. Puisqu'on sait que si on fait un choix différent, opposé, c'est qu'on prend une décision qui est en notre pouvoir. On a ce pouvoir-là d'arbitrer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'espace de doute en toi. C'est Mandela qui disait le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la dépasser. Oui. Ce qui veut dire que si les personnes ont des doutes, ça peut leur permettre aussi de se poser, de réfléchir, etc. Et ces doutes peuvent être éclairés avec cet état, cette fréquence vibratoire. C'est un peu de ça dont on parle. Il ne faut pas une absence de doute pour se lancer. Non, bien sûr que non, parce que c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup attendent que le doute disparaisse pour faire un pas. Mais le doute, il est existentiel dans le sens où tant qu'il y a une partie de nous qui se croit potentiellement menacée par une quelconque circonstance, eh bien il y a ce doute-là. Donc l'idée, c'est de prouver à toutes ces parties intérieures qui ont peur, qui doutent, eh bien qu'il y a une autre réalité qui est immensément plus vaste, plus ample et qui fait progressivement disparaître ce doute. Donc bien sûr qu'il y a nécessairement un doute parce qu'on s'est maintenu pendant des années dans une forme. Donc c'est fondamental de ne pas se juger, d'avoir peur ou d'avoir de doute, c'est normal. Simplement, soit on donne le pouvoir au doute de nous figer, soit on dit ok, le doute est là, je tremble, mais j'avance. On sait que la peur, elle part entre guillemets d'une bonne intention. Elle cherche à nous préserver d'un danger potentiel, mais qui est imaginaire ou alors qui est récupéré dans une expérience passée ou lointainement vécue par nos ancêtres. Sauf que là, on sait qu'on vient être dans la création, donc c'est neuf. Quelle que soit l'expérience vécue dans le passé, quel que soit ce que notre tête imagine, ce ne sera pas ça. C'est là où on dit ok, soit je donne tout mon pouvoir à ce passé, à ce temps, cet enfermement, soit je deviens créateur de l'instant, et pour créer l'instant, je dois certes cohabiter pendant un certain temps avec le doute, mais m'offrir à cette nouveauté, ce courant neuf qui me traverse à chaque instant. Et il y a quelque chose que tu as vécu, j'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent vivre dans ce côté job alimentaire, c'est je sais que je suis plus à ma place, je sais que c'est pas là où je dois être, mais je ne sais pas encore ce qu'il y a après, je ne sais pas encore là où j'ai envie d'aller. Et parfois, certaines personnes disent, moi je quitterai mon job alimentaire au moment où je saurai où aller, au moment où je saurai quoi faire, quel sera mon nouveau métier, etc. Mais finalement, on se rend compte que ça ne se passe pas comme ça. Et puis parce qu'on veut toujours, avant de lâcher une poignée de porte, on veut que la nouvelle poignée de porte apparaisse. Mais il y a une analogie avec le saut en parachute. On ne peut pas sauter juste une jambe et si on voit que ça se passe bien, on mettra la deuxième. C'est un coup complet. Donc c'est un peu la même chose.
Et encore une fois, on l'a dit, il peut y avoir un temps de déconditionnement, de désapprentissage de toutes ces fermetures. Donc ça peut être une espèce de temps de transition pendant lequel eh bien, on s'épure de tous les schémas anciens et qui nous sert finalement à déposer tous les vieux réflexes de survie, de manque, de carence, avant de se retrouver finalement là en jonction avec une nouvelle expérience qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Et parce que la vision qu'on a dans le ici et maintenant, dans celui ou celle qui est enfermé dans sa posture, elle est privée de la vision panoramique ou périphérique d'un futur là qui advient. Donc si on attend de voir aujourd'hui, depuis, enfin, en tout cas derrière une meurtrière, on ne verra pas. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu cet espace entre la fin d'une expérience et le début de la nouvelle? Il y a quand même ce temps de transition où beaucoup de personnes pendant ce temps-là peuvent ressentir de la panique ou se dire mince, j'ai fait une erreur, ou du coup se reprojeter dans le passé, voire même entre guillemets reculer, c'est-à-dire revenir à quelque chose qui était confortable. Comment tu l'as vécu toi ça? Moi personnellement, je trouvais ça très inconfortable. Éminemment inconfortable. Parce qu'on n'a rien à répondre aux gens autour de soi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Pourquoi tu as quitté? Je ne sais pas. Dans quelle direction tu vas? Je ne sais pas. Avec quoi tu vas vivre? Je ne sais pas. La seule chose à laquelle on peut répondre, c'est je ne me suis plus donné le choix. Alors, chacun voit midi à sa porte. Mais dans ce temps où on pense encore pouvoir demeurer dans l'espace ancien et puis pas faire ce pas, on voit à quel point l'univers est prolixe en signes, en encouragement pour nous inviter à dire c'est vraiment ça que tu veux? Moi, dans mon expérience personnelle, les signes étaient tellement manifestes que je savais que si je demeurais plus longtemps dans l'endroit où j'étais, eh bien, j'allais mettre un terme à mon expérience terrestre. Donc, je me suis dit, il y a peut-être autre chose à expérimenter. Je n'ai pas une existence où je me donne le choix de tergiverser entre ce qui est parfaitement vertical et puis là, ce qui flottille de manière horizontale. Donc, encore une fois, chacun vous dit à sa porte. Mais a-t-on vraiment besoin d'aller dans ces retranchements, même corporels, qui vont jusqu'à manifester des maladies, des dysfonctionnements majeurs dans le corps pour se dire oui, je le savais, effectivement, j'aurais dû m'écouter davantage et ainsi de suite. Ouais, et ça rejoint un point dont on a parlé tout à l'heure en plénière, sur la fin de matinée, avec cette expérience qui peut parfois être inconfortable, voire douloureuse, mais pas nécessaire. C'est pas forcément la voie. Tout à fait. C'est utile dans le sens où effectivement, ça sert parce qu'on ne peut pas ne pas le voir. Mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de ça? Il y a cette idée que effectivement, c'est une bonne leçon qu'on apprend par le choc, par la maladie, par la friction. Oui, ça m'a réveillé, ça m'a remontré les vraies valeurs, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Sachant que dès le départ, on sait pertinemment que l'on est en train de s'éloigner de son centre. Alors effectivement, on attend comme un étirement, comme un élastique, on attend qu'il casse pour dire « Ah oui, là je me suis parti un peu trop loin ». Bien sûr qu'encore une fois, chacun est libre d'aller jusqu'à ce genre d'extrémité. Mais il y a un truc qui nous renseigne bien en amont. On a des milliers et des milliers d'indications, de signes, de sensations qui nous renseignent, qui nous disent, avant que le couperet tombe, qui nous disent « Sens, regarde, observe. Ce que tu ressens là, ce sont bien les symptômes d'un oubli de ce que tu es. Oui. Alors, est-ce que tu veux qu'il y ait en toi une accumulation de tous ces signes jusqu'à ce que tu n'aies plus la possibilité d'oublier? Ce que je trouve intéressant, c'est que même culturellement, c'est quelque chose qui est accepté. On nomme par exemple la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, mais pour moi, c'est simplement des périodes de vie où il y a eu une telle accumulation que le choix n'existe plus. Exactement, ça fait ça. Alors, on parle de rébellion, de malaise, etc. Mais non, c'est simplement un alignement plus grand sur ce qui nous anime. On devrait donner beaucoup plus de place, en tout cas de sens, à ces temps, à ces âges charnières où il y a un questionnement existentiel. On parle de l'adolescence, effectivement, parce que c'est le moment où on va mettre ce pied, on va commencer à participer à la vie, au vivre ensemble. Et on n'a pas envie de s'oublier, cet âge-là. Et puis quand, effectivement, à 40 ans,
il y a ce questionnement, est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie pour laquelle j'ai pris forme humaine? C'est la même réponse qui peut advenir. Donc là, finalement, ce dont on parle, c'est que exprimer son unicité, c'est possible. C'est pas forcément que de la lumière, c'est pas forcément que du confort. Au contraire, ça peut être des espaces qui peuvent être inconfortables, qui peuvent être douloureux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui s'exprimait et qui ne prenait pas en considération ces choses-là, qui était plus grand que ça. Alors c'est un peu comme la chenille et le papillon. Il y a un temps d'inconfort lorsque le papillon il doit sortir de sa chrysalide là. Effectivement, il doit déployer ses ailes, il n'est pas habitué, ayant vécu qu'en tant que chenille, et puis il ne sait pas si les ailes vont voler, vont fonctionner, ainsi de suite. C'est un peu ça, c'est une espèce de mue, une mue de la conscience, une mue de l'expérience. Et il faut savoir qu'un peu comme des saisons, il faut accepter que le changement s'opère en soi, que des modifications structurelles engendrent des perceptions émotionnelles diverses et variées. Ça nous invite à ne plus juger les émotions, les sensations, les perceptions, pas croire qu'il faut être forcément toujours dans une espèce de plénitude, de joie là dans le corps, et que si jamais il y a autre chose qui survient, ce serait anormal. Bien sûr que non. On s'est tellement confiné pendant des siècles et des siècles et des siècles dans l'oubli de soi qu'on a habitué ce corps à résister, à tenir en quelque sorte dans des basses fréquences avec une forme de soumission à cette douleur-là. Et lorsque on déploie cette lumière-là, cette nouvelle information, elle va éclairer tous ces replis identitaires dans lesquels des petits personnages, des facettes, si je puis dire, contextuelles de ce que nous sommes, continuent à exister. Et lorsqu'on les éclaire, effectivement, c'est inconfortable. C'est comme une espèce de bête féroce qu'on éclaire avec un plein phare au fond de la grotte. Avant de sortir, elle va essayer de se défendre, de se battre, de résister. Alors, on dit, soit on la laisse tranquille au fond de la grotte, mais tu dis non, c'est pas ça. Va te promener et retrouve ta liberté. Donc le chemin de l'unicité, il ne suit pas forcément la fluidité. Alors, la fluidité, tout est relatif. Hein. Ce qui est fluide pour l'un n'est pas pour l'autre. Il faut cesser d'estampiller les émotions, certaines qui seraient négatives, d'autres positives, des sensations qui seraient là à accueillir et d'autres à mettre de côté. C'est un mouvement. Est-ce que la vie sur Terre est fluide? Il y a des jours où c'est grand orage, le lendemain c'est le soleil. Ce sont des variations intérieures. Si on cesse de préférer les unes aux autres ou de privilégier les unes aux autres, et finalement on se dit ce sont des mouvements à l'intérieur, des mouvements. Et si je laisse tous ces mouvements s'accomplir, finalement c'est comme le ciel. Parfois le ciel semble gris, il y a des nuages, mais le ciel est toujours bleu en vérité. Ce sont simplement des nuages qui circulent et le ciel est toujours bleu. Super. Je pense qu'on pourra en parler pendant longtemps encore, mais j'ai l'impression que c'est chouette.